La nuit noire de l'âme. Ce passage spirituel trouverait ses origines chez les mystiques chrétiens. En particulier chez Saint Jean de la Croix, un poète et moine espagnol du XVIe siècle. On parlerait ici d'une étape cruciale, d'un purgatoire intérieur nécessaire pour se rapprocher de Dieu. Entrevue comme une crise existentielle profonde. Une remise en question de tout ce que l'on croyait savoir sur soi-même, sur le monde et sur le divin. Un moment de grande solitude, mais aussi de transformation. Nous recevons ainsi Marie-Lise Labonté, afin de parler de cette grande traversée du désert débouchant souvent sur une foi renouvelée, ainsi qu'une connexion plus profonde avec nous-mêmes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une interview pas comme les autres, sur Âme des Signes, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Elle est psychothérapeute, autrice, formatrice et praticienne dans le domaine psychocorporel à l'initiative de nombreuses méthodes telles que la libération des cuirasses ou l'approche globale du corps, l'image de transformation et la libération des images intérieures. Son premier ouvrage date de 1984 et s'intitulait « Guérir autrement, c'est possible ». Bien entendu, une multitude de livres ont suivi, notamment un considéré comme une référence sur les familles d'âmes. Aujourd'hui, nous l'invitons à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage paru en 2022, s'intitulant « Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi ». Marie-Lise, bonjour. Bonjour. On est également avec Tamara qui nous accompagne comme d'habitude sur nos émissions de manière hebdomadaire. Bonjour Tamara. Salut Rudy. Bonjour Tamara. Bonjour Marie-Lise, quel honneur. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va réaborder un sujet qui a été énoncé vraiment de manière exhaustive un petit peu partout sur tous les médias, cette fameuse nuit noire de l'âme, un terme que j'apprécie plus trop pour être sincère avec vous, puisqu'il a été galvaudé, tout comme d'autres termes tels que le terme pervers narcissique ou autres qui ont été ressortis un petit peu de but en blanc et de toutes parts par beaucoup de gens. Et on va essayer de sortir des sentiers battus encore une fois par rapport à cette thématique, sachant qu'on a pu recevoir ton livre aussi. Tamara a pu le lire et le relire et donc vraiment l'examiner comme il se devait. En premier lieu, est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner une définition assez basique de ce que la nuit noire de l'âme veut dire pour les néophytes et ceux qui ne savent absolument pas de quoi on parle? Premièrement, je suis pas en accord avec ce que tu dis, que ça a été galvaudé. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui s'intitulent « Traverser la nuit noire de l'âme ». Il y en a, par exemple, chez Guy Trédaniel, mon éditeur, il y a un auteur qui a osé écrire là-dessus il y a très longtemps. Et avec les recherches que j'ai faites, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la nuit noire de l'âme. Alors peut-être que pour toi, t'en as assez d'entendre parler de tout ça. N'empêche que c'est pas quelque chose c'est même pas comparable à ce que tu as comparé, les pervers narcissiques, on en parle beaucoup. Donc, ça n'a rien à voir en termes de profondeur de l'être. Alors, je voulais rectifier ça, Rudy, avant de débuter, parce que je suis pas en accord avec ta présentation. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. On est là pour se dire les choses. Je ne parlais pas d'auteurs qualifiés en l'occurrence, mais de youtubeurs, de conférenciers et d'internautes sur les réseaux sociaux qui, eux, en parlent de manière assez dominante. Oui, le sujet est mis sur la table assez souvent. Le sujet est mis sur la table, justement, et vendredi passé, je voyais mon éditeur qui me disait que depuis que j'ai sorti le livre, il y a plein de gens qui réutilisaient ça
pour parler de ce passage initiatique. Et je suis contente parce que c'est ça le but. La communication, c'est pas quelque chose qui m'appartient, absolument pas. Même les mystiques, Jean-Paul Delacroix et Sainte Thérèse d'Avila, Mère Teresa et d'autres ont connu ce passage de la nuit noire. Alors, quel est ce passage? Eh bien, c'est une réelle initiation à laquelle notre personnalité, notre ego, vous savez, la partie de nous qui a l'impression de tout connaître, de tout savoir, de tout programmer, de tout contrôler, eh bien là, la perte de contrôle est totale. Elle peut se faire petit à petit, soit par des symptômes physiques de burn-out, de dépression, ou tout simplement le ressenti que la vie que je mène n'a plus le sens qu'elle avait avant. Je m'en vais vers où? Finalement, il y a peut-être un nouveau sens à ma vie à suivre. Alors, c'est un passage où justement la personnalité perd sa lumière. L'ego n'est plus dans la dimension flamboyante de tout contrôler, tout. Et regardez-moi. Non, là, c'est au contraire, wow. Il y a une dimension de nous qui est aspirée, vraiment, le mot aspirer est léger, vers une profondeur où la lumière, elle n'est pas présente comme dans la lumière de mon ego. C'est une dimension, il y a comme une sensation de vide, de chute. Et la chute, elle est réelle, en ce sens que je quitte l'étage de l'ego pour aller vers, les profondeurs de mon être. Et si j'ai jamais exploré les profondeurs de mon être dans ma vie, ça va s'explorer. C'est un passage quasi obligé. Quelquefois, ce passage vient par des épreuves extérieures. Je sais pas, la perte d'un être cher, des traumas, etc., qui vont faire que, ma vie ne sera plus jamais pareille. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent selon toi? Par exemple, est-ce que ça arrive souvent après une rupture amoureuse, une rupture familiale peut-être éventuellement? Oui, divorce, rupture amoureuse, accident, perte d'un emploi, des pertes. Oui, des pertes. Ça vient souvent après des pertes. Peu importe le nom de la perte, ça peut être perdre sa maison, perdre son argent. Tu vois, c'est perte. Mmh. Et cette perte, l'ego est pas habitué à ça. La personnalité, tous les projets étaient bien alignés et soudainement, ce n'est plus ça. Et la vie n'est plus pareille comme avant. Et ça, c'est marquant. Et c'est sûr que la personnalité essaie de se débattre au lieu de se laisser aller à la nuit noire de l'âme. La personnalité va combattre, va même s'enliser dans la résistance à descendre. Il y a une différence avec la dépression, avec le burn-out, avec une grosse déprime, avec un gros chagrin. Comment est-ce qu'on peut distinguer ce chemin initiatique? Tamara, il n'y a pas de distinction. C'est que dans tout ce que vous venez de nommer, il y a cette sensation de perte. Que la vie sera plus pareille sans mon amoureux, sans mon amoureuse, sans ma maison. S'il n'y avait pas eu l'ouragan, s'il n'y avait pas eu le tremblement de terre, la vie ne vit pas sur des si, la vie est. Et c'est la même chose. Qu'on l'appelle dépression, burn-out, etc., gros chagrin d'amour, c'est les mêmes sensations qui sont vécues intérieurement et qui sont plus ou moins acceptées par la personne elle-même et par l'environnement.
Alors on parle dans le monde de l'entrepreneuriat assez souvent de la fameuse traversée du désert. Quand on lance une entreprise, un projet qui nous tient à cœur, une passion, qu'on essaie de se professionnaliser, on est très peu souvent suivi par ses proches, assez souvent critiqué, mais à l'écart, marginalisé quelquefois, et ridiculisé également. Donc on entreprend ce chemin initiatique qui est cette fameuse traversée du désert. Est-ce que toi tu pourrais corroborer ça avec la Nuit Noire de l'âme ou est-ce que c'est totalement étranger à ce phénomène? Non, c'est exactement ça. Oui, parce que tant qu'on n'a pas traversé ce fameux désert, on n'arrive pas à accomplir nos objectifs, à voir le bout du tunnel quelque part, et c'est très, très difficile. Oui, puis en plus, c'est difficile parce qu'il y a la critique des gens autour de nous qui se sentent menacés par le changement. Parce que finalement, la traversée du désert ou la traversée de la nuit noire, c'est... la vie n'est plus pareille. Donc, il y a un réel changement. Mais il n'est pas, on pourrait dire, phénoménal, ou il pourrait l'être aussi. Mais bon, il n'est pas toujours montré vers l'extérieur, sauf que l'environnement, la famille et tout ça, ou les amis, ou les confrères et les collègues et les consoeurs, sentent que quelque chose se passe. Ils sentent que la personne n'est plus comme avant et ça menace notre société, ça menace que tout le monde est beau et gentil et parfait, le droit au bonheur, etc., etc. Ça menace beaucoup de gens et c'est pour ça que les critiques peuvent venir, malheureusement, même quand on perd un être cher, son époux, de façon violente, comme moi je l'ai vécu, les critiques même de la famille vont dire finalement c'est pas un bon époux. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup ce que vous me dites. Les critiques sont souvent c'est pas que les gens sont méchants, mais ils savent pas comment réagir devant quelqu'un qui devient moins flamboyant qu'il était. Mais je suis surprise en fait parce que comme je te le confiais, j'ai vécu aussi la perte d'un mari ou différents chocs dans la vie, différents traumas et dans mon expérience personnelle, la Nuit Noire de l'âme a cette différence que on peut pas remonter. Il y a une mort qui se passe, il y a une vraie mort qui se passe et derrière, comme tu l'as très bien dit, ce sera plus jamais comme avant. Mais pas parce que j'ai perdu ou parce qu'il y a eu ce chemin initiatique dont on n'a pas le contrôle, cette déconstruction de l'ego, comme moi j'avais vraiment l'impression d'avoir le tricot de ma vie qui s'est détricoté, mais alors à une vitesse pas possible. Et j'en suis seulement témoin, je peux rien faire. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion de petite mort dans différents chocs, dans différents traumas, différentes pertes, même très difficiles. Sur mon parcours en tout cas, la reconstruction, je suis redevenue l'ego que j'avais construit précédemment. Alors qu'après la Nuit Noire de l'âme, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a un changement radical. Il y a une perte de sens telle, il y a une remise en question telle. C'est en ça que j'étais un petit peu surprise sur cette similarité. Écoute, Tamara, si tu as retrouvé ton ego, ben, tant mieux pour toi. Mais ça veut dire que c'est pas terminé. Excuse-moi, mais c'est ainsi. Parce que ces états que tu décris, c'est vraiment une nuit noire de l'âme si la personne se laisse aller à cette déconstruction. Comme tu l'as nommé, c'est très beau, le tricot qui se défait à une vitesse folle. Et tu ne peux plus être comme avant après que le tricot s'est défait. Mais si toi, tu as réussi à te ressaisir... Non, on s'est mal comprise, pardon. Justement, c'est ce que je te disais, c'est que précédemment, avec d'autres chocs, d'autres traumas, ou ce que j'ai pu identifier comme un down dans ma vie, ou une période difficile, ou de dépression, ou quoi que ce soit, la remontée me ramenait justement à ce niveau d'ego que je connaissais. On fait un petit peu le soi fort, là, puis on remonte, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Alors que la Nuit Noire de l'âme m'a littéralement terrassé. C'est impossible de revenir à cette construction identitaire. Oui, justement. Il y a des étapes là-dedans. Il y a des gens qui se ressaisissent avant de descendre dans la profondeur de la nuit noire. Et il y a, à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va les attendre et ils vont descendre. C'est pas un passage
qui est obligatoire. Mais à un moment donné, quand les épreuves s'accumulent, je pense que l'individu, mais l'âme incarnée comprend que c'est mieux de lâcher prise plutôt que d'essayer de reconstruire. C'est beaucoup d'énergie. Donc, à l'issue de cette fameuse nuit noire de l'âme, on perd notre ego? Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'on l'a transmuté, transcendé? Parce que est-ce qu'on peut perdre notre ego finalement? Non, on peut pas perdre notre ego. On a vraiment besoin d'un moi, d'une personnalité. Et disons qu'elle est devenue pas mal transparente à la nature même de qui nous sommes. Donc, c'est plus un ego densifié ou un ego qui s'accroche ou qui essaie de contrôler quand il n'y a plus de contrôle. Non, non. La traversée, c'est apprendre à voir dans la noirceur, apprendre à ressentir dans la noirceur et découvrir qu'il y a de la lumière. Mais là, l'ego a besoin de faire je vais utiliser un terme anglais, low profile, profil bas. Et nous avons besoin de la personnalité pour vivre. C'est notre filtre face au monde extérieur et face à notre monde intérieur. Sauf que il est transparent. Plus transparent, oui. Quels sont selon toi les symptômes et les signes qu'une personne traverse cette fameuse nuit noire de l'âme? Il y a une sensation de, justement, comme Tamara le disait, il y a des petites morts, il y a des grandes morts, mais pour moi, la mort n'est pas mesurable à petite mort, grande mort. Il y a la mort. Donc, mort psychologique, mort psychique, mort émotionnelle, pas la mort physique. Donc, il y a des passages de mort. Et petit à petit, les symptômes sont un symptôme de dépouillement. Ce qui avant me passionnait ne me passionne plus. Ce qui avant nourrissait les projets qui me tenaient debout avec des béquilles, c'est une image, ça n'existe plus. Donc, la seule solution dans les symptômes, c'est le lâcher-prise. Donc, il peut y avoir des symptômes physiques, d'étourdissement, la sensation de déperdition d'énergie. Ça, ce sont des symptômes parce que les gens combattent le lâcher-prise qui est vécu dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire accepter de mourir et pas savoir ce qu'il y a le lendemain. On peut aussi avoir l'impression de mourir physiquement. Je fais allusion aux crises d'angoisse, par exemple. Quand on est attaqué au plexus solaire, qu'on n'arrive plus à respirer, bon, peut-être on est dans le cadre ultime, c'est les derniers remparts, les derniers avertissements avant vraiment de devoir prendre conscience. Si je peux me permettre une crise d'angoisse, à ce moment-là, t'es quand même très vivant. Marie-Lise parle dans son livre du terme de coma éveillé, qui m'a beaucoup parlé. T'es mort. T'es mort. Mais comme vivant, parce que ton corps cellulaire continue à vivre, mais ton corps psychique, ton corps émotionnel sont morts. Donc, mort dans le sens où c'est plus la même vibration. C'est ça, il n'y a pas grand-chose qui anime, il n'y a pas... C'est le plat. La désillusion totale, en fait, tout ce qu'on aimait faire la veille, on n'aime plus le faire le lendemain. On n'est plus la même personne. Oui. Là, c'est pas comme ça, du jour au lendemain, bing, non. Quoique, certaines personnes, oui, parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens, bien sûr, qui ont connu ça. J'ai même fait des séminaires, des ateliers là-dessus. Mm-hmm. Et pour certaines personnes, c'est du jour au lendemain. Sauf que c'est violent quand c'est du jour au lendemain. Et c'est souvent les gens qui ont été violentés par des accidents d'auto ou qui ont perdu des membres, qui ont perdu des êtres chers dans l'accident. Enfin là, c'est des choses violentes et qui font que, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est pas tout le monde qui vit ça dans la nuit noire de l'âme, mais il y en a qui le vivent. Et c'est sûr que ces gens ont besoin d'être accompagnés parce que vivre ça du jour au lendemain, tout perdre, c'est un choc, c'est un trauma. Et puis, il y a les symptômes post-traumatiques aussi qui s'en suivent. Ces gens ont besoin d'être accompagnés.
Et pour ceux qui nous écouteraient, qui s'identifieraient éventuellement, Oui. Quels seraient peut-être les rituels, les approches, les méthodes de guérison que tu pourrais De préconiser? consulter un psychothérapeute, un psy. Ils sont efficaces par Même rapport à ça? les amis. Ben, c'est ça. Il faut que ces gens, d'ailleurs, Tamara doit se souvenir, j'en parle dans le livre, que c'est pas n'importe qui peut aider. Il faut que la personne l'ait vécu pour vraiment comprendre et ne pas juger. La personne qui accompagne doit comprendre. Même si je dis, bon, ben, je vais me faire aider par un ami, une amie, si cette personne n'a pas vécu, elle peut pas comprendre. Parce que ça fait peur, ça menace. Et au début, ça peut sembler un peu spectaculaire. Wow, j'ai plus envie de vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie de vivre. Eh bien, t'as plus envie de vivre. Ça veut pas dire que tu vas mourir demain. Nous avons le droit de vivre sans avoir envie de vivre. Vivre, il y a comme une obligation d'être. Il faut que j'ai envie de vivre. Je voulais citer justement une de tes jolies phrases aussi dans ce livre où tu expliquais par rapport à ça une pulsion de vie qui nous innocente de la honte d'être vivant dans cette traversée. Ce que tu expliquais par rapport à l'accompagnement aussi, tu le décris très bien. Le fait d'être accompagné par quelqu'un qui peut le ressentir, le vivre, les proches peuvent envoyer des injonctions oh ça y est, ça suffit là maintenant, hein, il faut remonter la pente, hein, tu en verras d'autres dans ta vie. Alors que ce que tu le disais très justement, c'est pas le temps de ça, c'est le temps du lâcher prise. C'est le temps du rien. Et tu le plaçais un petit peu plus loin dans ton livre. Je n'ai rien fait. J'ai laissé être. Ça me semble aussi très judicieux et important à transmettre parce qu'on est aussi dans cette ère où on doit aller bien. Donc, si on traverse une épreuve comme celle-ci, les personnes autour de nous vont de toute façon nous inviter avec énormément de force à aller mieux. Alors que c'est pas ce temps-là. C'est important aussi d'accueillir ce temps. Tout à fait. Non, mais Tamara, c'est exactement ça. On se demande si dans notre société, c'est permis d'aller mal. Ah oui, c'est permis, c'est sûr, à un niveau, parce qu'on constate que tous les gens vont pas bien. En même temps, il y a comme une obligation d'être heureux, une obligation d'aller bien, une obligation de faire de l'exercice, une obligation de... Non, mais c'est sans fin. Alors, si nous voulons sortir à travers justement des épreuves, si nous sommes appelés à devenir quelqu'un de différent, mais qui est près de notre nature profonde, c'est nous. En cessant de répondre au conditionnement extérieur, comme si les autres façonnaient, ou le regard des autres façonnait notre vie. Alors on va parler de la durée de ce genre de phénomène pour avoir une sorte de laps de temps. On vous fait une petite coupure comme d'habitude par rapport aux formations de la semaine. On se reprend tout de suite. Si vous avez déjà ressenti le stress, l'angoisse ou le manque de confiance en vous, le yoga pourrait être la solution. Depuis 8 ans, le fondateur de la formule The Last Yogi pratique cette discipline qui a radicalement changé sa vie. Aujourd'hui, il partage ses connaissances avec des milliers de personnes à travers des programmes vidéo basés sur des recherches scientifiques. Les programmes sont conçus pour tous les niveaux, que vous soyez débutant ou avancé. Vous découvrirez des techniques variées, du power yoga au yin yoga, en passant par le yoga nidra. Chaque programme est élaboré avec l'expertise de professionnels de santé, garantissant une approche à la fois authentique et scientifique. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo ou aller sur le site Amédecine dès maintenant afin d'en savoir plus. Et tout de suite, la reprise de votre émission avec Marie-Lise Labonté. Alors, quelle est la durée type, on va dire, de ce genre de phénomène? Est-ce que tu as accompagné des gens qui traversaient cette nuit noire de l'âme? Oui, c'est une bonne question, Rudy, parce que même Tamara l'a amené d'une certaine façon. À quelque part, notre personnalité voudrait mettre un temps. Comme quand j'étais malade d'une maladie incurable et que j'ai trouvé les pistes de guérison, je me suis dit, j'en ai pour 3 mois. Eh bien, je me suis légèrement trompée, j'en avais pour 4 ans. OK. Ah oui, quand même. Voilà. C'est pas rien. Ça, c'était ma première nuit noire de l'âme. Je me suis guérie.
doucement, tranquillement, mais ça a quand même pris 4 ans pour guérir. J'étais atteinte d'arthrite, l'arthrite physique, émotionnelle et psychique. La même chose avec les événements traumatisants qui peuvent arriver dans notre vie, les épreuves. C'est difficile de mettre un temps. Alors, ce que j'ai observé dans mes séminaires sur ce que j'appelle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le point de rupture, qui parle des épreuves justement d'une vie. J'ai fait des séminaires après, puis j'ai constaté que des gens, bon, par exemple, après un accident ou un truc vraiment, une épreuve, changent de vie, changent vraiment de vie, et après, il y a le besoin de revenir à qui j'étais avant, en tout cas, tentative de revenir, et pas pour longtemps, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, tout lâche. C'est qu'on ne peut pas aller contre la vie, contre le courant de la vie, ce qu'on appelle la survie. Alors, combien de temps? Difficile à dire, mais disons que c'est pas l'histoire de un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Hein. C'est un processus. Et plus je lâche prise, ben plus je peux le vivre et traverser. Par exemple, mon épreuve, la nuit noire de l'âme, apprendre à voir dans la noirceur, reconnaître la lumière de mon âme, retrouver la foi en la vie, mais la retrouver non pas à partir de systèmes de croyances. Alors, il y a des gens qui vont écourter la nuit noire, le début de la traversée en se jetant, et c'est pas un jugement, hein, c'est une constatation, dans des systèmes de croyances spirituelles ou, peu importe, là, qui font partie de la mode des méthodes de transformation qui existent dans le monde, et vont aller chercher des croyances qui vont les remonter, mais c'est pas solide comme construction, parce que la vraie construction, elle vient de l'intérieur, complètement de l'intérieur. Alors, combien de temps? Je peux pas vraiment répondre à ça. Tu parles dans ton ouvrage justement de la différence entre la foi religieuse et la foi sauvage. J'ai adoré cette appellation-là de foi sauvage, qui est d'ailleurs l'expérience des mystiques. Est-ce que tu peux nous en développer un petit peu plus? C'est important, il me semble, pour les gens qui vivent ça. Ce que tu disais juste précédemment aussi par rapport à des croyances extérieures à nouveau. Cette foi sauvage, tu veux bien nous en parler un peu? C'est-à-dire que la dernière nuit noire que j'ai vécue, j'ai vraiment perdu la foi. La foi que j'avais avant, qui était une foi qui était construite. Finalement, je l'ai découvert par la suite, vraiment construite sur des croyances spirituelles. Et finalement, avant que je connaisse cette épreuve qui m'a complètement nettoyée, je peux dire, la perte de mon mari dans une situation très violente, là, j'ai perdu la foi complètement. Hein. J'ai dit, vraiment... la foi en Dieu? Tout. Oui. La foi en Dieu, la vie. les anges... c'est-à-dire que la vie continue. Donc, moi, j'ai pas été tuée. Mon mari a été tué. Déjà, c'est le syndrome du survivant qui pointe. Pourquoi moi? Pourquoi lui est mort et moi je suis vivante? Puis à un moment donné, j'ai compris que j'avais juste à être vivante. C'était déjà énorme par respect au fait que la vie m'avait choisi et non pas la mort. Là, je me suis retrouvée comme à 0. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de lire Krishnamurti, qui est un maître spirituel, si je peux l'appeler comme ça, qui lui est anti-foi, anti-croyance, anti-construction. Et lui, il disait, la vie, la mort, c'est la même chose. Il m'aidait dans son livre qui s'appelle « De la vie à la mort » de Krishnamurti. Il m'aidait à accepter que j'étais dans le vide.
Alors à ce moment-là, je me suis dit à moi-même, écoute, Marie-Lise, si un jour tu retrouves la foi, ben elle viendra de tes profondeurs. Et je me parlais à moi-même, ce peut que tu ne la retrouveras pas. Eh ben, je vais apprendre à vivre sans foi. Et c'est revenu à un moment donné comme élan. Ça a quand même pris 10 ans. Hein? Ah d'accord, effectivement. Et donc c'est par rapport à cette pulsion de mort. En tout cas, c'est pas vraiment le cas. Tu disais qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir envie de vivre. Et ça me faisait réagir parce qu'on a quand même un taux de suicide qui est en train d'exploser les records, notamment en France. Oui. Il y a quand même cette question assez cruciale du suicide, notamment chez les jeunes, qui est exponentiellement mis en avant en ce moment. Oui, mais attention, le suicide, c'est un passage à l'acte. Tandis que la pulsion de mort, c'est pas un passage à l'acte. Il y a une différence entre les deux. Et ça, il faut saisir ça. Il y a des jours, je peux avoir envie de mourir parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse et mon ego s'ennuie complètement. Et bof, à quoi ça sert de poursuivre? Sans faire un passage à l'acte. Donc, le passage à l'acte est une réelle porte de sortie que tout le monde a le droit de choisir et qui peut être fatale, en effet. Mon âme peut quitter. Mais je veux dire, la pulsion de vie et de mort, c'est complètement autre chose que les passages à l'acte. Faut pas confondre, là, Rudy. Je suis désolée, mais... Non, mais merci de répondre. Bien entendu, moi, je pose des questions. J'essaie de me mettre d'un point de vue lambda par rapport à cette question, parce que c'est les questions naturelles qui peuvent nous venir. Est-ce que tu dirais aussi que, justement, derrière la peur de mourir se cache la peur de vivre? Ça vient aussi de ton livre. Cette phrase, je trouve qu'elle est très profonde par rapport à ton vécu et certainement pour beaucoup de personnes aussi. C'est que derrière cette peur de mourir se cachait finalement la peur de vivre. Ah, totalement. Hein. Parce que vivre, pas vivre sous les conditionnements, le regard des autres, être dans la survie de vivre, ça, c'est pas vivre. Vivre, c'est-à-dire vivre selon oser être différent, oser affirmer ses choix, oser vivre, oui, ça fait peur. Je regarde, je contemple mes élèves en formation, quand ils en viennent à ce passage de dire « je laisse les vieilles coquilles, les vieilles cuirasses et je m'en vais vers oser être moi-même », ils ont peur de leur puissance. Et c'est Krishnamurti qui répondait aux questions des gens dans ses conférences. Vous avez peur de la mort, c'est que vous avez peur de vivre. Donc cette phrase, elle ne vient pas de moi. Elle vient vraiment entre autres, ce maître. En plus, c'est sûr que je l'ai expérimenté parce que quand tu peux mourir, mais je veux dire, tu ne meurs pas, et que l'autre meurt, là tu te dis, il y a une raison profonde, pas intellectuelle, au fait que, je suis vivante. Donc, qu'est-ce que j'ai à amener dans le monde avec cette énergie de vie? Donc, à l'instar de Franck Lobvet et d'autres intervenants sur la toile, tu penses qu'il faut plutôt faire face à ce genre de phénomène et ne pas l'estomper, le noyer dans des maximes universelles, dans des philosophies spirituelles. Il faut rester la tête dans le guidon et faire face, affronter ses peurs. On traverse nos peurs. Enfin, c'est ma perception. Traverser la nuit noire. C'est-à-dire apprendre à voir dans le noir, apprendre à aimer mes peurs. Pas les aimer dans le sens de mes pauvres petites peurs. Non. L'amour transforme tout. Donc, je suis un être qui a beaucoup connu la peur dans mes vies de cette incarnation passée. Et j'ai complètement transmuté mes peurs. Alors, c'est sûr que j'ai ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Et j'ai encore une peur, des fois, qui peut venir la nuit, parce que moi, j'ai été agressée la nuit, donc ça, mon système nerveux, il l'a pas encore nettoyé. Hein. Et c'est ainsi, je l'accepte, mais ça m'empêche pas de vivre.
Qu'est-ce que tu appelles la morsure du serpent de vie? Ah oui, c'est la vie. C'est la vie qui nous mord pour nous réveiller. Souvent, quand nous entrons dans la nuit noire de l'âme, ça fait longtemps qu'on dort notre vie et que les chocs qu'on a connus qui nous ont amenés dans une noirceur, dans un plongeon dans le vide, sont quelque chose qui sont là pour nous réveiller. Alors, il y en a qui veulent pas être réveillés. Il y en a qui préfèrent dormir leur vie, faire comme tout le monde, pas se poser de questions, etc., etc. Ou s'en poser en surface, mais vite retomber dans le sommeil et fermer les yeux. Sauf que les épreuves sont là pour nous réveiller. Et la morsure du serpent, comme je le disais, est vraiment un réveil. C'est comme si la vie vient nous mordre. Et c'est une image, bien sûr, sauf que c'est symbolique. Le serpent, c'est vraiment le symbole de la vie. Si je rêve d'un serpent, c'est la vie en dedans de moi, la vie à la fois sexuelle, spirituelle, l'énergie vitale de ma base, de mes profondeurs. C'est assez intéressant. J'ai déjà eu aussi des périodes où ça m'est arrivé de rêver d'avoir un serpent qui me mordait, effectivement, dans des périodes cruciales. Par rapport à cette passe, à cette traverse, est-ce que la solitude rentre en jeu? Est-ce que le fait d'être accompagné par des amis ou par des proches peut changer la donne éventuellement? Ça aide, c'est sûr. Les amis, les proches, ça aide. N'empêche que eux aussi, ils doivent comprendre ce qu'on vit. Je veux dire, ce que la personne qui traverse la nuit noire... À un moment donné, dans la traversée, quelquefois, les gens arrêtent de parler de ce qu'ils vivent parce qu'ils se sentent incompris. Et ça, c'est un peu triste parce que à ce moment-là, moi, je suggère l'écriture. Écrire ce qui se passe. Si les gens autour de nous vont bloquer plus qu'aider. Alors, l'écriture est importante si nous sommes seuls, ou des lectures peuvent être importantes si nous nous sentons seuls. Les lectures vont nous donner comme une respiration, comme par exemple quand je vous citais Krishnamurti. Ce fut ma Bible, entre guillemets, auprès de mon lit pendant 1 an. Où j'ouvrais, puis je lisais, puis ça m'aidait à traverser le fait que le syndrome du survivant, j'étais toujours en vie et l'autre s'est fait tuer. Donc, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, ce livre. Et tu partageais aussi justement la notion, l'importance aussi du silence, de l'isolement, de la méditation, de la contemplation, l'importance du non-jugement vis-à-vis de soi. Donc, cette posture aussi un petit peu d'observateur du monde et même si on est plutôt pas tant que ça acteur durant cette période-là, mais de s'offrir aussi ces temps-là où on est seul avec soi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un isolement maladif, j'allais dire. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui, à un moment donné, d'être seul avec soi, d'apprendre, expérimenter d'être seul avec soi, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, mais qui se vit, qui s'expérimente. Beaucoup de gens ont peur de la solitude. C'est pour ça qu'ils s'entourent toujours de bruit, de plein de monde. Et c'est triste parce que le contact avec l'âme, il se fait pas nécessairement à travers, je sais pas moi, d'être en présence de 10 personnes autour d'un repas, de boire du bon vin, célébrer, tout ça. Oui, il peut se vivre là, l'âme est toujours là. Mais je veux dire, quand nous vivons cette traversée, nous avons besoin de temps, d'isolement, de solitude, de retrouvailles avec le processus qui se vit. Le silence aussi peut faire peur. Ah, ça c'est clair. Même le silence à deux peut faire peur. Oui, notamment en début de relation. Et même par la suite, remarque. Quelle est la place de la méditation, justement, ou de la prière pendant cette période, selon toi? Tu parlais de Krishnamurti, mais est-ce que ceux qui veulent se retourner vers, je sais pas, peut-être des séances de méditation dans la nature ou des techniques de yoga Je pense que le contact avec le corps est important.
parce que nous sommes toujours incarnés, même si nous vivons la nuit noire de l'âme et nous la traversons, nous avons un corps, c'est important de le nourrir, de lui donner les apports nécessaires de nutriments pour traverser, parce que ça demande de l'énergie quand même. Juste le fait de vivre un trauma demande beaucoup d'énergie. Le fait d'être dans des symptômes, post-traumatiques demande de l'énergie. Alors c'est important de donner de l'énergie à son corps, de l'énergie physique, émotionnelle, psychique, même si on est dans le fond du fond du fond, eh bien nous sommes toujours vivants. Alors la prière, je souhaite qu'elle soit spontanée. La beauté de la nature, la reconnaissance, parce que nos sens qui ont été endormis pendant des années et nourris par toutes sortes de stimuli, eh bien, si on se retrouve dans le silence, eh bien, nos sens extérieurs n'ont plus de stimuli, et là, tu te retrouves avec tes sens intérieurs qui, eux, vont te renseigner sur ce qui se passe intérieurement. La voix intérieure qui parle, les visions, les ressentis, tout ça, ça fait partie de la traversée. Oui, la contemplation a ce rôle précieux à jouer aussi. Hein. Tu le donnais parmi les choses qui ont pu t'aider à te ressourcer. Donc, dans ce silence intérieur, une fois qu'on est en paix, avec ce silence extérieur, être au plus proche de soi et au sein de la nature qui est grande, qui est puissante, qui est vivante, qui est vibrante. C'est aussi une grande source de ressources, justement. C'est de la ressource directe. Ça m'a beaucoup parlé aussi dans la lecture, parce que petit aparté, pour ma part, c'est la contemplation qui m'a permis petit à petit de sortir de cet état et de trouver qu'il y avait du beau aussi. Du beau, du merveilleux, et que la vie circule, et que si j'en fais partie, c'est qu'elle circule en moi aussi, puisque j'en suis témoin à l'extérieur. Et j'ai retrouvé ça aussi dans ton écrit de similaire, hein, cette phase où justement petit à petit la vie reprend et on en fait partie aussi, quoi. Ça fait appel à la résilience aussi également. Oui, et puis Marie-Lise utilise dans son terme cette force justement d'instinct et d'intuition comme seul guide. J'ai trouvé très intéressant, si tu peux nous en parler aussi, de cette notion qu'on met souvent en contradiction, l'instinct et l'intuition. Alors là, tu nous apportes vraiment une vision très complémentaire de l'instinct et de l'intuition dans cette traversée, la nuit noire de l'âme, comme étant tes seuls guides à ce moment-là. Tu veux bien nous en parler ? Tout à fait. Traverser une nuit noire, si on laisse pas notre instinct nous guider, on peut prendre n'importe quel chemin et avoir peur. Les peurs des monstres, les peurs, c'est toujours symbolique ce que j'annonce, mais c'est ça aussi en même temps du point de vue psychique, même physique. Avoir peur de la mort, avoir peur d'avancer. Et là, notre instinct, nous, dans notre société, a été énormément domestiqué. L'enfant a son instinct et souvent les parents vont domestiquer, l'instinct de l'enfant en lui disant « Non, tu peux pas sentir ça, c'est faux. » L'enfant dit « Je vois des présences, je vois mon oncle qui est décédé. » Enfin, peu importe. « Non, c'est pas possible. Non, non. » Non à l'instinct. Et pourtant, on a besoin de notre instinct pour vivre. Nous avons une dimension animale à l'intérieur de nous qui est très importante. Et dans la traversée de la nuit noire, l'animal en nous est très important pour nous aider. C'est-à-dire, l'animal en nous, c'est l'instinct. C'est suivre son instinct. Et bien sûr, s'ajoute comme quelque chose en termes d'énergie plus supérieure. C'est pas que l'instinct c'est bas, c'est que l'instinct c'est la dimension animale. S'ajoute notre intuition, c'est-à-dire qu'est-ce que je pressens, qu'est-ce que je ressens. Donc, il y a un niveau instinctif puis un niveau intuitif. Et les deux ont besoin
Ils sont pas en opposition, hein, ils sont ensemble. C'est comme un couple. Et nous avons besoin de les retrouver pour traverser, justement, apprendre à voir la lumière dans la noirceur. Est-ce qu'on peut pas y ajouter l'approche quantique? Je sais pas si tu le sais, mais initialement, nous, on a invité énormément d'intervenants qui abordaient cette fameuse approche en incluant notre part divine dans ce genre de période. Ben, la part divine, en tout cas, dans les gens que j'ai côtoyés qui ont vécu la nuit noire de l'âme, ils ne la ressentent pas du tout, du tout, du tout. Mais est-ce que c'est pas là le problème, justement? Non, au contraire. Oh là là, non, au contraire. C'est que, oui, la part divine, elle est là, mais je veux dire, quand on est dans la nuit noire de l'âme, les gens ne la ressentent pas. Et c'est pas ça le problème. Le problème, ça serait de la chercher sans passer à travers la nuit noire. Ça, c'est le problème. Je sais que j'enfonce le clou, mais c'est parce que c'est une posture qui est énormément adoptée et qui est très préconisée aussi également, le fait de se reconnecter à son soi divin, à son soi supérieur pour transcender l'épreuve. Mais de ce que j'en ai compris, par rapport à tout ce que tu nous dis et tout ce que tu partages à notre communauté, il faut faire face et affronter, intégrer, assimiler plus profond de soi-même vraiment cette douleur, presque se marier, la conjuguer à toutes nos énergies avant de passer à autre chose. Si on la refoule, qu'on l'enterre et qu'on passe à autre chose, là, ça peut se représenter alors éventuellement et en pire après? Non, c'est que si je n'épouse pas mon ombre pour traverser la nuit noire de l'âme, parce que c'est ça, c'est épouser les parties de nous qu'on a toujours refusées. Vraiment dans des dimensions profondes. Si j'épouse pas mon ombre, ben ça sert à rien de chercher d'aller vers le divin parce que je passe à côté d'une dimension. Alors oui, le soi supérieur, je suis d'accord avec tout ça, sauf que dans la nuit noire de l'âme, la connexion, elle est pas là. Le soi est toujours là, mais la connexion, elle n'est pas là. En dedans de moi, dans mon corps, dans mon être, dans mes émotions, dans mon psychisme. Alors, en tout cas, je dirais aux gens, n'oubliez pas votre ombre. C'est bien beau, la médecine quantique et tout. Tout ça, c'est vrai. Et l'ombre aussi, c'est vrai. Arrive le moment de l'atterrissage. Donc ce moment où finalement je me reconfronte au monde extérieur et ce constat qui peut être aussi une autre étape à passer, c'est que bah oui, mais pendant tout ce changement intérieur, on arrive au stade où mais oui, mais dehors ça n'a pas changé. Ça aussi, ça peut être une étape un petit peu délicate. Importante, oui, très importante d'ailleurs. Merci de l'amener, Tamara. C'est sûr que le retour au monde est nécessaire. On peut pas. Il y a des gens qui choisissent d'aller vivre dans un monastère toute leur vie après des épreuves et qui vont traverser la nuit noire ainsi. Il n'empêche que la majorité des gens reviennent dans le monde. Hein. Et le monde, lui, c'est un peu ce qui est au début de la traversée de la nuit noire, c'est de prendre conscience que la vie continue. Que moi, je m'accroche à une souffrance incroyable, la vie continue. Et les jours continuent, etc. Donc, quand je reviens et que je commence à voir la lumière, à la ressentir, à la percevoir, à accepter que j'ai changé, que je ne suis plus pareil, ben le monde, lui, a continué d'avancer, à évoluer. Alors là, c'est que quelquefois, il y a un changement qui s'annonce dans le monde extérieur, c'est-à-dire, c'est plus les mêmes amis, je me crée une nouvelle famille, je parle d'amis, il se peut que ça amène une séparation, un divorce, si le conjoint et la conjointe n'a pas suivi, il y a un réel changement parce que est-ce que les autres vont m'accepter comme je suis ou est-ce que les autres vont toujours m'amener dans un combat? Non, moi je dis aux gens qui ont vécu la nuit noire de l'âme, vous revenez pas pour vous battre et dire ben voilà ce que j'ai vécu moi puis tout ça. Non, c'est soyez vous-même et la vie va s'organiser pour que ceux
qui sont pas dans l'amour réel envers vous, ben ils vont quitter. C'est simple. Et il est important de sortir de cette nuit noire de l'âme. Ah ben, sinon, ça peut être pénible. Là, on s'enfonce vraiment dans une dépression À long profonde. terme, sur Hein. le long terme. Ouais. Ouais. Donc c'est important aussi de diffuser ça Donc, aux gens qui nous écoutent. médicaments et tout ça. Ben oui. Ah oui, c'est important justement de lâcher prise pour que le passage se fasse. C'est comme naître. C'est la naissance physique. À un moment donné, il y a une expulsion du ventre de la mère. C'est la même chose avec la nuit noire de l'âme. Il y a une expulsion vers une nouvelle vie intérieure et extérieure. Tu parlais, et tu as écrit un ouvrage sur les familles d'âmes, hein, tu étais d'ailleurs un des précurseurs sur la thématique. Ça me fait penser au phénomène d'incarnation et effectivement ce côté un petit peu spirituel de se dire je suis en train de vivre une période de ma vie dans laquelle tout change suite à un trauma, on a pu l'évoquer jusqu'ici, et tout de suite il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot walking. Est-ce que ça te parle? J'ai déjà côtoyé des walk-in. Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Des gens qui... je veux pas faire peur aux gens quand même en parlant de ça. Moi, j'ai connu une de mes patientes quand j'étais à Montréal, que je faisais beaucoup de séances individuelles. C'était aussi une de mes élèves en formation de méthode de libération des cuirasses, qui a vécu, qui était professeur de mathématiques à l'université, puis qui a vécu une grande séparation amoureuse, enfin, quelque chose de très, très dur pour elle, et qui avait trouvé un nouveau conjoint, et la vie était belle, puis elle est partie aux Bermudes, puis quand elle est revenue, son conjoint m'a appelé pour me dire... je sais pas, on va lui donner un nom, on va dire Mireille. Mireille ne va pas bien du tout. Je ne la reconnais plus. Donc, elle était partie à un moment avec son conjoint au Costa Rica. Puis après ça, elle a dit au conjoint, enfin le nouveau conjoint, je m'en vais aux Bermudes et seule. Et quand elle est revenue seule des Bermudes, son conjoint qui était à Montréal, il dit, je la reconnais plus. Plus du tout. Alors, moi, il me dit, il faut que tu la vois parce que toi, tu la connais, tu la suis et tout ça. Mais je l'avais pas vue depuis un mois. Elle sonne à ma porte et de fait, même physiquement, elle avait changé. Même physiquement? J'ai été... notoirement? Oui. Ouais. C'est-à-dire, c'était une autre âme. Une autre énergie. Dans le même corps. Ouais. Complètement une autre énergie. Bon, là, on voit ça des fois dans des décompensations, quand les gens traversent le miroir, comme on dit, vont de l'autre côté, finalement, c'est une forme de décompensation, de la folie. Bon, mais elle avait l'air tout à fait normale, entre guillemets. Saine d'esprit, oui. Oui, saine d'esprit, merci de ce terme. Et en même temps, elle me reconnaissait et elle me parlait comme si elle vivait dans un autre siècle. Alors là, je lui ai dit, écoute, je sais pas où tu es, mais nous sommes ici. Puis elle connaissait ma maison parce que c'était mon centre à l'époque à Montréal. Puis elle m'a dit... tu sais, j'ai dit, enfin, moi, j'ai posé des questions à savoir qu'est-ce qui s'était passé pour elle. Puis elle avait vécu un rituel chamanique, sans jugement pour les chamans, aux Bermudes, dans un séminaire. Puis elle-même m'a dit, j'ai changé d'âme. Fait que je me suis dit, wow, là, je suis en présence peut-être d'un walk-in. Je connaissais la transmutation de l'âme. Je connaissais parce que j'ai appris là-dessus, mais je veux dire là. Alors, elle s'est mise au piano. Elle jouait pas du piano avant. Elle s'est mise au piano, puis elle m'a joué des symphonies. Mais vraiment, là, le clair de lune de Chopin, du Bach. Elle me disait, qu'est-ce que tu as envie d'entendre? J'ai dit, je la testais un peu. J'ai dit, du Satie. Elle se met à jouer du Satie. Alors là, j'ai été vraiment... à un moment donné, j'ai même eu peur. Parce que
je ne la sentais plus elle, mais je sentais une autre âme. C'est sûr qu'on peut l'expliquer en psychiatrie et tout. Et elle voulait plus rien savoir d'enseigner les mathématiques à l'université parce qu'elle disait qu'elle connaissait rien dans ce domaine quand elle enseignait à des maîtres universitaires. Hein. Est-ce que tu vois une certaine corrélation avec ce changement d'état lorsqu'on passe cette nuit noire de l'âme et cette transmutation, cette transformation de notre être radicale au final? Non, c'est totalement absolument différent. Pas. Ouais, ok. Complètement différent parce que vraiment c'est important de s'accrocher à son âme pour traverser la nuit noire. On voit plus ça dans des chocs, dans des accidents. Oui. Où il y a une mort, entre guillemets, puis là, oups, il y a une transmutation d'âme. Et j'ai d'autres cas là, dont je pourrais vous parler. Voilà. De la définition que j'ai pu avoir par rapport au walking, c'était pas forcément un changement d'âme, mais c'était plutôt, quand on aborde l'aspect, le côté fractal de notre âme, de notre esprit, une partie supérieure de nous-mêmes qui venait prendre le relais pour affronter les épreuves du moment présent. Une partie beaucoup plus évoluée, entre guillemets, avec un conteneur, un réceptacle beaucoup plus large pour accueillir les épreuves de la vie. Et c'est en ça que je voyais une similitude avec cette période qu'on peut avoir avec la nuit noire de l'âme. Mais je comprends la distinction finalement. C'est vrai que quand on est un peu positiviste, optimiste, on a envie de se dire que déjà, on a envie d'éviter cette période, de ne pas avoir forcément besoin de la traverser. S'ensuit une question, pour ma part, est-ce qu'on est obligé de passer par cette période-là? Comment dire, je sais pas. Chacun a son chemin d'âme sur la terre, hein? Son chemin d'individuation, son chemin de réalisation. Est-ce qu'il y a une obligation de vivre une nuit noire de l'âme pour se réaliser? Je ne le sais pas, dans le sens que chacun est individuel et son âme est venue pour des raisons fort spécifiques. Alors, est-ce que c'est un passage obligé? Enfin, on voit bien que beaucoup de mystiques l'ont vécu. Et quel nettoyage ils ont vécu, parce que les autres, c'était la foi qui les nourrissait, là. Et du jour au lendemain, la perdre, c'est énorme. Hein? Ils ont quand même continué leur œuvre. Ce qui est intéressant au niveau des mystiques, c'est que quand ils sont entrés dans plus de connexion avec le Christ, plus de relations, coupure totale, vraiment la noirceur, eh bien, ils sont devenus plus matériels, dans le sens que Sainte Thérèse d'Avila a construit des cloîtres à travers le monde. La Mère Teresa a travaillé encore plus. Saint Jean de la Croix aussi. Ils sont devenus plus dans la matière que dans la non-matière. Bon, est-ce qu'il y en a une que ça a duré 12 ans? Est-ce qu'ils étaient obligés? En tout cas, ils ont beaucoup accompli, hein, dans leur nuit noire. C'est fou, hein? Enfin, j'ai observé ça chez les mystiques, hein? J'ai pas observé ça chez les gens que j'ai côtoyés, mes patients. Il y avait une analogie assez marrante, parce que bon, nuit noire, moi, ça me faisait penser à nuit blanche. Donc, quelque part, est-ce que la nuit noire, c'est pas une sorte de raccourci vers le sommeil? Et puisque la nuit blanche, c'est le fait de rester éveillé. Je trouve ça intéressant. J'ai rien à dire là-dessus. Je trouve ton association intéressante. De fait, ça réveille. Effectivement. Alors, on a aussi des personnalités qui sont des sociopathes ou des psychopathes et qui, quant à eux, effectivement, n'ont plus aucune connexion, n'ont plus la foi. Et regroupe un petit peu toutes ces caractéristiques que tu évoquais. Est-ce que tu penses qu'il est probable qu'il soit dans une nuit noire de l'âme perpétuelle? Un sociopathe ou un psychopathe, c'est sûr, je pense pas. Mais il y en a qui sont psychopathes avec Dieu ou le Christ pour sacrifier des êtres humains, là. Mais par contre, dans la nuit noire de l'âme, il y a des émotions. Tandis que les sociopathes, les psychopathes, ils n'ont pas d'émotions.
Et c'est là où je n'irais pas comparer. Et puis la nuit noire de l'âme, tu nous l'as posé d'entrée d'interview, hein, je te remercie, c'est un chemin initiatique, c'est une initiation. Donc il y a quand même une évolution. Et tu évoquais jusqu'à changement cellulaire, dans le sens d'un changement cellulaire pour cette renaissance à soi sans limite, hein, qui va jusqu'au corps physique, cette initiation. Oui. Ah oui, le corps physique est impliqué, c'est assuré parce que nous habitons un corps, hein, c'est notre réceptacle, notre temple et tous nos corps subtils aussi, mais il y a un changement cellulaire, vibratoire. Il y a comme une énergie finalement dans la traversée qui fait que nous ne sommes plus pareils. Nous sommes toujours nous et nous sommes encore plus nous. Mais disons qu'il y a eu un grand dépouillement. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que finalement, à la fin du chemin, on gagne en confiance en soi, en amour de soi? Est-ce qu'on rayonne davantage en public, en société? Oui, définitivement. C'est sûr que le but, c'est pas de paraître et d'être dans le regard de l'autre. Non, ça se fait tout seul. Ça se manifeste tout seul. Et surtout, c'est que nous sommes, enfin les gens qui ont traversé ça, nous sommes sur notre voie de réalisation et ça transpire autour de nous. Et parce que j'aimerais revenir justement sur cette notion de renaissance à soi sans limitation, on est encore plus soi. Et tu nous évoquais aussi cette jolie image au démarrage en disant mais l'ego est beaucoup plus transparent. C'est-à-dire qu'on a quand même gratté des couches pendant cette traversée de nuit noire, on a enlevé un petit peu des choses qui pouvaient obscurcir et en résulte cette notion de transparence au niveau de l'ego. Je trouve que c'est une image qui est très parlante aussi. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Rudy, par rapport au changement de l'après. C'est difficile à mettre en mots, c'est difficile à expliquer ou à témoigner cette notion de transparence. L'ego est un petit peu plus transparent. Comment est-ce que toi, tu pourrais disons partager? qu'on peut... merci de cette question. J'en parle dans mon livre, justement, qui s'appelle « Le déclic », où je parle que le moi, la personnalité, est un filtre vers le monde extérieur et notre monde intérieur, et nous en avons besoin. Ce filtre, justement, à travers les cuirasses, peut devenir très contracté, très épais. Et être complètement enfermé sur lui-même. Le moi peut être enfermé, l'ego peut être enfermé sur lui-même. Et les épreuves fissurent nos carapaces, fissurent nos protections, fissurent le gros ego, la sensation que nous contrôlons tout. C'est la grande illusion. Hein? Donc, ces fissures, ces dépouillements fait que le filtre entre mon âme, mon soi et le monde extérieur devient plus fluide. Il respire à mon monde intérieur. Et il respire aussi à l'univers. Merci, je trouve ça très joli, très inspirant. Et merci de partager cette image-là qu'on connaît assez peu, je trouve, hein, dans la notion de... Ouais. Alors, on nous invite à travailler sur notre ego, au-delà d'une nuit noire, hein, mais d'épurer, de nettoyer des couches, mais on parle assez peu souvent, du coup, si je peux utiliser ce mot, de la résultante. Et je trouve que tu l'exprimes très très bien avec ce terme-là de transparence, de limpidité, de fluidité aussi, dans cette version du soi par rapport à l'autre, qui est épuré, qui est nettoyé, qui est libéré de ces comme moi j'appelle vulgairement séance des crottes de nez, on enlève les crottes de nez, on récure un petit peu tout ça. Donc je trouve ça très inspirant. Concrètement, ça se traduit comment? On met moins de strass, de paillettes, on est plus direct dans nos approches. Est-ce qu'on fait preuve de plus de sincérité? Ouais, je dirais, Rudy, plus d'authenticité. Oui. Sans nécessairement, dire, moi j'ai la vérité. Non. C'est que c'est plus simple et quand c'est le temps de me taire, je me tais. Puis quand c'est le temps de parler, je parle. Mais il n'y a pas de mots inutiles. C'est ça ce que j'appelle une transparence.
Et en plus, au niveau énergétique, soi avec soi, ben, il y a plus d'énergie vitale, il y a plus de respiration avec l'univers et mon monde intérieur, communication avec mon inconscient. Il y a plus de lumière, voilà. Alors par rapport à la conjoncture actuelle, qui est explosive, on peut le dire, au point de vue sociétal, au point de vue économique, au point de vue politique, même au point de vue santé et humanitaire, donc c'est un petit peu le chaos. Est-ce que tu penses que ça va mettre en exergue ça, cette traversée de la nuit noire de l'âme chez les gens? Est-ce que tu penses que ça va exploser ou que c'est linéaire et que ça restera tout le temps à peu près sur la même longueur d'onde? Non. Notre planète est dans sa propre nuit noire aussi. C'est ce chaos que tu nommes. Il peut très bien être ressenti et venir bousculer l'ordre que je pensais avoir, moi, est l'illusion. Donc, penser tout contrôler, c'est une illusion extraordinaire de l'ego. Donc, dans notre monde un peu chaotique et qui arrête pas de nous surprendre par des phénomènes climatiques, entre autres, et autres, eh bien, ça demande une souplesse d'adaptation. Mais si mon ego est très contracté, cuirassé, il sera pas souple. Et c'est là où ça se fissure et il y a une perte de repère. Et si je suis souple, eh bien oui, les choses vont me secouer. Par exemple, le tremblement de terre, en tout cas. Les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, tout ça, ça me touche. Et j'accueille, je suis là qui... Au lieu de me fermer à avoir peur, je suis là qui respire et qui collabore d'une certaine façon, si c'est possible, au changement planétaire, plutôt que de refuser puis de m'enfermer et de croire que tout est beau, tout est possible. Ça me fait penser à l'image de la souplesse du roseau que l'on peut plier. Et voilà. Si jamais il est trop ferme, il va casser, tout simplement. Il va casser, c'est ça. Et il se peut que des gens cassent, justement, parce que ils ont trop peur, parce qu'ils sont déjà insécures. Alors, si j'ai pas la sécurité intérieure, eh bien là, je suis pas dans un monde sécure en ce moment. Oui, parce que ça fait partie quand même des gros bonus à la sortie de cette traversée de cette nuit noire, de l'âme. C'est cette notion de sécurité, mais intérieure. C'est-à-dire que finalement... Intérieure, justement. Oui, non seulement cette foi intérieure, mais aussi cette notion de sécurité. C'est ça, oui, tout à fait. Et tu nous rappelais aussi très sagement, et de façon presque philosophique, la notion cyclique d'évolution et d'involution, oui. Tu veux bien nous partager ça aussi? Intéressant, oui. Oui, c'est... justement, on n'est pas sur une ligne horizontale où on n'est pas dans une ascension vers le sommet de l'Everest qu'on va jamais atteindre, il se peut. Et si on chute, là, on chute durement. Non, la vie est vraiment en cycle. Donc, il y a des moments d'évolution où tout est fluide. C'est comme si dans mon quotidien, dans mes accomplissements, dans mes projets, tout coule, même en moi, dans mon monde intérieur. Puis à un moment donné, c'est le temps de revenir. Ça, c'est ce que j'appelle le cycle solaire. C'est le soleil. Après, je reviens à un cycle lunaire où j'ai besoin de m'arrêter, de prendre du temps pour moi, de me ressourcer, de régénérer ma nature profonde, mes inspirations, mes intuitions, justement, de me régénérer. Alors ça, ce cycle, je l'observe chez mes élèves en formation. Je l'ai observé beaucoup chez mes amis conférenciers, auteurs d'ouvrages à succès, qui partent en... Quand nous, en tant qu'auteurs, sortons un livre, il y a toute une promotion.
Et ça veut dire que j'entre dans un cycle solaire après avoir été dans un cycle lunaire pour écrire. Alors là, c'est la lancée vers le soleil et je me souviens que beaucoup de mes amis savaient pas s'arrêter. Ils acceptaient de plus en plus d'engagement. Bon, quelques mois ça va, 1 an maximum, mais quand c'est rendu 2 ans, 3 ans, wow, il y a comme le corps dit, le corps et tout l'être dit stop, revenons vers la dimension d'écoute de moi-même et non pas être toujours dans la lumière, mais allons vers la lune à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, il y a des cycles comme ça dans une vie, là, je compare avec mes amis auteurs, mais je veux dire, la même chose pour un peintre, quelqu'un qui, on peut pas toujours être dans, je sors des trucs nouveaux. Non, à un moment donné, il y a besoin de se ressourcer. C'est cette société actuelle qui nous invite à nous réinventer tout le temps, à être dans la perfection, à être tout le temps la meilleure version de nous-mêmes. Bon, effectivement. C'est un petit peu comme les 4 saisons finalement. Ce que tu nous décris là, c'est qu'on peut pas rester en été tout le temps, au printemps où on était tout le temps. On a besoin aussi de repasser par de l'automne, par de l'hiver. Et pour le coup, alors donc si on est bien couvert en hiver, tout se passe bien quelque part. Bah oui, on n'est pas obligé de tomber dans ce que tu appelais le burn-out, parce que ça me fait penser au burn-out, cette phase lunaire qui quelque part nous stoppe dans notre lancée et nous dit top, tu reprends un temps pour toi, un temps pour ton physique, un temps pour tes pensées, un temps pour le repos. Et oui, eh bien, il n'y a pas juste le burn-out, il y a les maladies. Les maladies, exactement aussi, oui. Bon, j'ai une amie là qui ça fait 12 ans qu'elle à fond et bing, arrive un cancer. Donc là, elle est obligée c'est la chute. Dieu merci qu'elle a une conscience, donc elle cède. Mais je veux dire, c'est typique de quelqu'un qui s'est épuisé à fournir ce que la société attendait d'elle. Elle aussi, se plaire dans l'ego et tout ça. Ouais. Est-ce que toi, tu accompagnes individuellement des personnes par rapport à ça? Non, plus maintenant. D'accord. Au cas où. Pour ceux que ça intéresserait, parce que forcément, on nous contacte à chaque fois. Et nous ne sommes pas les agents des invités que nous invitons au passage. Parce qu'on reçoit des mails tous les jours. Alors, pour prendre rendez-vous, c'est à quelle heure et comment? Au passage. Oh non. Alors, je ne reçois plus individuellement. Et les seules personnes que je vois individuellement, ce sont mes élèves en formation. Oui. Qui, quelquefois, ont besoin d'une rencontre. Mais sinon, non, ça fait longtemps que j'ai arrêté parce que écrire des livres, donner des conférences, des entrevues et enseigner et former, c'est bon. Eh ben franchement, un grand merci Marie-Lise de t'être prêtée au jeu et d'être venue répondre à nos questions. Et puis c'est un exercice qui est pas facile tant pour toi que pour nous, puisque ce sujet quand même, tu l'as abordé à de nombreux endroits avec beaucoup de confrères entre guillemets. On a essayé aussi de sortir des sentiers battus, mais voilà, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en tout cas en période de dépression et qui s'intéressent à ça et qui se posent des questions. Donc on espère les avoir aiguillés le plus possible. Tant mieux, j'espère aussi. Vraiment. Un grand merci. Merci aussi à toi, Tamara, merci également. Merci beaucoup, Tamara, Rosie. Merci beaucoup. www.amdessine.com, vous connaissez le rituel. Vous pouvez nous rejoindre sur le site. Si vous cherchez un praticien quantico-holistique, ça y est, la plateforme est en version bêta. Donc, n'hésitez pas à y aller. On vous invite aussi à rejoindre notre équipe encore. On élargit les rangs, on agrandit l'aventure et on a besoin de vos forces. Donc, si vous voulez, vous nous contactez, vous donnez vos compétences, vos envies, vos desiderata, et puis on essaiera de voir ensemble. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Ciao, bye.